Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bonjour et bienvenue sur Radioactif, je suis Ilan, volontaire en service civique, et aujourd'hui on se retrouve sur un débat autour du thème des jeux vidéo. Alors avant de débuter, j'aimerais remercier nos merveilleux invités d'être venus. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs ? Donc bonjour à tous, Lisa Crotter, 21 ans. Je suis en tant qu'entrepreneuse, en tant qu'artiste. Je me présente, je m'appelle Denis Nathalie, j'ai 18 ans et j'ai écrit un livre. Je suis Laurent Vuillard, j'ai 38 ans, je suis conseiller à la mission locale et je représente ici du coup l'ancienne génération de joueurs. Bonjour à tous, moi je suis Logan Ricou et je suis en service civique à la mission locale de l'Aigle Mortagne au Perche. Est-ce que vous aimez les jeux vidéo et pourquoi ? Oui, on aime les jeux vidéo. Évidemment. Pourquoi ? Parce que moi personnellement ça me permet d'échapper à la réalité, ça me permet de me mettre dans mon cocon et puis tout simplement profiter de graphismes étonnants ou pas du tout d'ailleurs. C'est vraiment juste pour la jouabilité et puis le fait de s'échapper de la réalité. Et du coup moi c'est pour m'amuser avec mon copain de temps en temps quand on s'ennuie. Pouvoir s'amuser, avoir un loisir très diversifié et accessoirement également un loisir qui permette généralement de pouvoir jouer avec des personnes qui sont loin, ce qui est aussi un avantage. Je vais rejoindre tout le monde, c'est vraiment pour ma part, c'est jouer aux jeux vidéo, c'est pour incarner un personnage, vivre une aventure qu'on peut pas vivre dans la vraie vie, évidemment. Je vois que vous jouez tous aux jeux vidéo, donc à quel jeu est-ce que vous jouez ? Actuellement, moi je joue à Ghost of Tsushima. C'est un jeu qui se passe dans le Japon féodal et on joue un personnage samouraï. Moi je suis sur Call of Black Ops 2. Avec mon copain, on fait des missions de temps en temps. Tu joues plus au mode campagne ou multijoueur ? Non, multijoueur. World of Warcraft et dernièrement je me suis remis aussi au premier Fable, indémodable. Et pour ma part en ce moment, je continue The Witcher. Sur quel support est-ce que vous jouez ? Est-ce que c'est plus sur team console, comme la PS4 et la Xbox, PC, Nintendo, voire même téléphone ? Moi je joue un peu sur tout. C'est-à-dire que c'est PS2, PS3, PS4, Xbox One, PC, Wii, PSP. J'ai tout. J'ai de tout. Pour ma part, ça sera Nintendo et PS4. PC depuis toujours. Et moi c'est PC mais aussi un peu de PlayStation. Donc je vois que vous avez tous commencé les jeux vidéo il y a un petit moment, donc j'aimerais savoir par quel jeu est-ce que vous avez commencé et c'était quand ? Moi écoute, j'ai commencé très très jeune. Je crois que le premier jeu que j'ai fait ça va être Tomb Raider sur PS2. Moi c'était sur DS, je devais avoir 6 ans et c'était Professeur Layton. Sur PC, je devais être en CM2 ou en 6ème à l'époque et c'était The Neverhood, un point and click, pas très connu. Et pour ma part, ce serait un classique, je pense que j'ai commencé avec Pokémon sur DS, puis j'ai fait les classiques comme Nintendo, ça devait être la période de mon enfance. Personnellement, je rejoins Lisa, je crois que c'était sur PS2. La Nintendo DS était sortie après, il me semble. Donc voilà, j'avais également commencé sur PS2. À quel âge avez-vous eu votre première console et laquelle est-ce que c'était ? Moi je l'ai eu du coup très jeune vu qu'en fait c'était la PS2 de mon père. Du coup j'ai pu très jeune y jouer, mais sinon moi je me suis acheté ma propre console il doit y avoir à peu près 3 ans. Du coup moi c'était la DS et c'était vers les 5 ans. Alors moi du coup pas de console quand j'étais jeune, donc PC, ce qui fait que à mon époque antédiluvienne forcément, le PC c'était quelque chose d'assez familial, c'était pas mon PC. Finalement mon premier PC à moi sur lequel j'ai joué, c'est quand je suis arrivé à la fac, donc à mes 18 ans. Sinon en dehors de ça, ma seule console c'était une PSP que je m'étais acheté, je devais avoir aux alentours de 25 ans. Et moi ça rejoint du coup la question d'avant, c'est la DS du coup, la classique. Quel est votre type de jeu vidéo préféré ? Pour moi ça va être les jeux en monde ouvert. Là où il y a aussi quand même une histoire. Mais c'est vrai que le monde ouvert, ça rapporte quelque chose en plus au jeu et on peut vraiment vivre une vie entre guillemets en dehors de l'histoire et je trouve ça vraiment très cool.
Moi, ça dépend. Genre, jeux de voiture et jeux d'aventure aussi. Moi, je suis très jeu de stratégie, pas mal de RTS. J'ai toujours été très attaché au style des point and click, mais sinon, mon style de jeu vraiment principal préféré, ça sera les RPG. Je rejoins Laurent, mon style de jeu préféré c'est les RPG également. Si vous aviez un seul jeu à choisir comme le jeu préféré auquel vous jouerez toute votre vie, lequel est-ce que ce serait? Moi, je partirais sur un The Last of Us. C'est vraiment le jeu que je peux jouer tout le temps. Et je découvre même des fois des choses dans The Last of Us. Et c'est incroyable. Est-ce que tu peux nous l'expliquer vite fait pour nos auditeurs? Alors, The Last of Us, du coup, ça se passe en 2 opus. Ça a été fait d'ailleurs par le studio Naughty Dog. Et en fait, en gros, on vit dans un monde post-apocalyptique qui a été frappé par une infection de champignons qui a muté. Et donc, en fait, on joue des personnages qui doivent se battre contre un monde... comment on peut dire ça? De prédateurs. Ensuite, on va réussir à trouver une personne qui est immunisée. On va devoir l'emmener dans un hôpital pour pouvoir sauver le monde, parce que ça ne fonctionnera pas. Et par la suite, bon, après, je vais pas raconter toute l'histoire parce qu'il y a des spoilers, mais en gros, c'est ça, quoi. Et vu que tu parles de The Last of Us, est-ce que tu as aimé la série qui est sortie sur Amazon Prime? J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Je trouve que c'est très bien fait aussi, tout ce qui va être les cosplays, enfin pas les cosplays, mais les maquillages sur les claqueurs, etc. C'était très bien fait, ça a bien été poussé, il y a même des choses qui n'ont pas été faites dans le jeu vidéo, qui ont été faites dans la série. Et ouais, en fait, ils ont vraiment poussé le truc dans la série, quoi. C'est vraiment très très cool. Ça rajoute des choses qu'ils n'ont pas pu mettre dans le jeu. Ok. J'ai un petit peu peur pour la saison 2 d'ailleurs. Ouais, moi aussi. J'ai très très peur. Et toi, Et Nathalie? du coup, moi, ça sera Grand Turismo. Jeu de voiture, passion. Non, genre, t'as plein de circuits, donc tu peux pas te lasser. Genre, t'as plein de circuits, t'as plein de voitures à tester. Tu peux modifier les voitures, donc c'est jamais fatigable en fait. Ok. Laurent? J'ai toujours du mal à me décider, donc je vais en citer 2. Beyond Good and Evil, c'est pas tout jeune, jeu d'aventure, mais qui était une révolution à son époque. On attend toujours la suite, ça fait 15 ans qu'ils nous teasent la suite et que ça ne vient toujours pas. Et sinon, un jeu que je peux toujours faire en boucle et dont je me lasse pas, les Warframe. Warframe, c'est une qualité d'écriture, d'ambiance qui est absolument géniale. Moi, si je devais garder un jeu, du coup, je pense que je partirais sur un Baldur's Gate. Parce que c'est un jeu qui, justement, en fait, t'as beau le recommencer, c'est pas toujours la même histoire. Mais si je devais garder un jeu pour tricher, je pense que je partirais sur un Fortnite ou un Roblox. Justement parce qu'en fait, ils ont tellement plein de mini-jeux et on peut tellement créer tout ce qu'on veut avec. Que finalement, c'est l'un des jeux que si tu n'as que ça, tu peux quand même jouer à plein d'autres mini-sous-jeux. Donc ça peut être intéressant quand même. Je suis plutôt d'accord sur le Baldur's Gate dans la mesure où en fait quand tu commences le jeu tu peux vraiment avoir toutes les options possibles. Donc ça fait vraiment un monde où en fait tu t'ennuies pas. Donc j'aimerais également vous demander, est-ce qu'il y a des jeux de combat auxquels vous jouez? De combat genre FPS? Comme Street Fighter, Tekken, tout ça. J'y ai joué très tôt, c'est mon premier jeu comme ça, ça a été comment ça s'appelle? Ça y est, j'ai oublié. Mortal Kombat. Puis ensuite je suis passé à Tekken et là du coup j'ai repris Mortal Kombat mais le tout récent qui est sorti là, le X, et qui est incroyable d'ailleurs. Et voilà. J'y ai joué. T'y as joué? Je suis tellement nulle. Moi, je joue pas vraiment à ça. Après, je sais pas si vraiment c'est un truc de combat, mais Assassin's Creed. Genre, c'est du combat, mais pas que ça. Mais il y en a beaucoup. Ok. Alors moi, pas du tout, parce que je suis de façon générale allergique au PVP, principalement parce que j'ai 2 mains gauches et que je perds tout le temps. Et oui, moi pour ma part, du coup, je joue beaucoup aux jeux de combat, notamment Street Fighter, Mortal Kombat. Je joue à Tekken aussi. Et j'en attends un d'ailleurs depuis longtemps, parce que je joue aussi au jeu Dragon Ball, et il y en a un qui va sortir, je ne sais pas dans combien de temps, mais j'espère très bientôt, qui s'appelle Dragon Ball Sparking Zero. Pour les gens qui connaissent. Justement, tu parles de jeux vidéo tirés de manga. Je sais pas si vous avez vu que à l'époque, moi je jouais sur, c'était comme du Street Fighter, tout ça, mais c'était sur Naruto. Oui, je l'ai.
Il est incroyable. Il me semble qu'il existe aussi sur Demon Slayer, d'ailleurs, plus récemment. Je suis pas sûre. Ouais, mais c'est pas un jeu de combat, c'est vraiment genre l'histoire que tu vis. Ok. Et je sais que Epic Games, pour les connaisseurs, ceux qui ont créé League of Legends, TFT, donc Teamfight Tactics, sont en projet en fait de créer un jeu qui s'appelle Projet L, dont on va avoir en fait des joueurs, des personnages de League of Legends, comme par exemple Echo. Il me semble qu'il est Je fais juste un point, t'as dit Epic Games au lieu de Riot Games. Riot Games. Ah J'ai ouais. dit ah là là Riot Games. Du coup, sont en création de Projet L, donc il va y avoir plusieurs personnages, donc ça va être à peu près la même chose que Tekken ou Street Fighter. Ok. Donc voilà, donc on peut voir par exemple une Jinx contre un Echo ou quelque chose comme ça. Il y a Ça peut aussi être un hyper truc, intéressant. excuse-moi. Il y a aussi un truc qui est pas mal aussi, ça reprend au niveau des animés, ça s'appelle Jump Force et t'as Ouais. tous les univers d'animés que c'est incroyable. Je confirme, c'est pas mal. On peut voir ça aussi avec Super Smash. Super Smash. Ouais, Super Smash Bros, Ouais, ouais. ouais. Mais c'est vraiment la licence Nintendo Smash Bros. Mm. Bah, quoique, il y a Minecraft aussi. Ouais. Ça me fait penser, est-ce que vous regardiez ou vous jouiez plutôt à Kingdom Hearts? Oui. Parce qu'on parle Non. d'univers un peu parallèle avec tout ce qui est Super Oui. Smash. Kingdom Hearts, oui, moi j'y ai joué. Et j'aime beaucoup ce jeu d'ailleurs. Moi aussi. Est-ce que t'étais déçu qu'ils aient pas fait le dernier en VF? Non, parce que j'avoue que c'était... En fait, Kingdom Hearts, moi j'y jouais quand j'étais petit et j'ai un peu laissé la franchise de côté, donc... En ce moment, ça a été. Moi j'y ai joué, j'étais content, puis voilà. Y a-t-il des jeux que vous détestez et pourquoi? Il y a forcément un jeu qui nous vient en tête. Bah moi ça va être Beyond Two Souls. J'ai vraiment détesté ce jeu. Alors pour ceux qui connaissent pas, du coup c'est un jeu à choix, mais la jouabilité, je trouve qu'elle est pas jouable en fait. et même j'ai l'impression que les choix n'ont pas vraiment d'impact sur la suite de l'histoire. Et j'ai même pas fini du coup, parce que je trouvais ça vraiment ennuyant. Moi, je partirais à un jeu de mon adolescence. Vraiment jeune, au début collège, Eldaria. Je trouve genre c'est beaucoup trop long et en fait, genre un épisode, et bah genre ça dure trop longtemps, il y a trop de blabla en fait. Ok. J'ai pas vraiment de jeux que je déteste. Il y a des jeux où je trouve assez peu d'intérêt ou qui me parlent pas ou qui m'ont déçu, mais après je les déteste pas vraiment, c'est juste que bah, j'ai pas trop envie d'y jouer. Alors, quant à moi, je déteste les jeux de parcours où le principe c'est de monter très très haut et il y a cette tendance-là en ce moment et je ne comprends pas comment les gens peuvent jouer à ça. Par exemple, je cite Only Up ou Chain Together plus récemment. Le principe, j'explique, c'est en fait littéralement de tout seul ou en équipe du coup, de monter le plus haut possible. Point barre. Et voilà le principe du jeu et tu tombes sans arrêt parce que un jeu de parcours c'est compliqué. Donc je comprends la satisfaction d'essayer une tâche pendant 3 heures et à la fin de réussir. Mais c'est tout. Quand tu dis jeux de parcours, c'est spécifiquement ceux-là avec cette tendance-là ou c'est les jeux de parcours de façon générale? Ah non, c'est vraiment que cela. Parce que les jeux de parcours autres comme je sais pas. Mirror Edge. Mirror Edge. Par exemple. Je veux dire, c'est un monument, ça. Non, On peut pas aimer Mirror Edge. Celui-là, je le compte pas dedans. Non, je parle vraiment des jeux où le but c'est de monter le plus haut possible, mais pas des jeux de plateforme en soi. Tous les jeux de plateforme ne sont pas comme ce que je viens de citer. D'accord. Et justement, j'ai eu une petite question en tête. Est-ce que vous suivez les RP de streamers, de youtubeurs? Ou est-ce que vous y jouez vous-même? Comme par exemple ce qu'il y avait à l'époque avec les Garry's Mod, ou même avec GTA RP, ou plus récemment Naruto RP, Tokyo Ghoul RP, l'attaque des Titans RP. Toute la franchise en fait. Bah moi j'ai suivi vachement le mouvement donc, au début, avant même que je rentre au lycée. Au bout d'un moment ça m'a un peu saoulé, donc j'ai arrêté. Mais là récemment je reprends parce que le Blédard il reprend aussi le RP, du coup je reprends sur ce qu'il commence à faire. Mais ouais, sinon de base je kiffe GTA RP et même tout ce qui est histoire, roleplay, etc. J'adore. Alors moi ça dépend des moments. Genre il y a des moments où je regarde ça toute la journée vraiment, genre GTA RP, donc du coup la salle. Et il y a des moments où je regarde pas du tout.
J'avais passé un moment formidable à regarder le jour du grenier sur GTA RP parce que c'était hilarant. Mais j'avoue qu'en dehors de ça, sur des jeux simplement RP improvisés comme ça, j'ai tendance à pas particulièrement en regarder. Moi, j'avoue que je regarde pas beaucoup, je survole vaguement. Mais je suis plus joueur RP qu'à regarder. Pareil. Plutôt jeu en équipe ou jeu individuel? Elle est compliquée celle-là. En vrai, les deux. Parce que, en fait, je sais pas comment dire. Il y a des fois où les jeux en équipe, je vais adorer. Je vais en citer quelques-uns, genre Valorant, Rocket League ou Overwatch. Mais d'autres fois, genre, ça m'énerve, ça me saoule. Il faut absolument que je joue à un jeu individuel, que je joue à un jeu histoire et que je me retrouve en fait avec moi-même et juste le jeu et personne d'autre. Donc c'est vraiment selon mon mood en fait. Moi, je suis plus solo. Genre, par rapport au jeu que je joue, c'est plus solo. Sachant que j'ai la Switch, comme Harry Potter. J'aime beaucoup jouer à plusieurs, mais j'aime bien aussi avoir mon temps en solo. Pour moi, c'est quelque chose qui s'alterne énormément. C'est pour ça que du coup, sur des jeux comme World of Warcraft ou Warframe, finalement, j'alterne énormément les deux types de gameplay et du coup, j'y trouve bien mon compte. Et pour ma part, je pense que je suis plutôt jeu en équipe. Et d'ailleurs, je rêverais que tous les jeux RPG soient en duo ou en trio. Enfin bref, qu'on puisse inviter les gens, puisque j'adorerais par exemple faire un The Witcher avec mes amis, ça serait formidable. Ils font de plus en plus ça, j'ai Ils l'impression. font de plus en plus ça et c'est formidable. On voit par exemple qu'avec les Dark Pictures, par exemple House of Ashes, tout ça, c'est des jeux qui sont disponibles à plusieurs. Est-ce que vous suivez l'e-sport? Ouais. Fort. Du tout. Un petit peu de loin. Un petit peu de loin aussi. Et Lisa, tu suis quelle équipe? Sentinel. C'est une équipe sur Valorant. Et ils sont un peu comment on appelle ça, multinationales. Donc c'est-à-dire qu'ils sont pas que américains ou que coréens ou machin, ils sont vraiment multinationales. Et d'ailleurs ils ont pas été sélectionnés pour la Shanghai, je suis un peu dégoûtée, mais bon voilà. Ok. Et Laurent et Logan, vous suivez quelle équipe lorsque vous suivez le e-sport? Alors, pas particulièrement d'équipe pour moi. En termes d'e-sport, par contre, de temps en temps, j'aime bien me regarder un petit peu de StarCraft ou de, à l'époque, Heroes of the Storm. Donc, ce Blizzard principalement, du coup. Et pour ma part, je suis pas spécialement d'équipe non plus. Après, je survole les scènes comme CSGO ou Rocket League, histoire de me tenir informé. Est-ce que t'as suivi l'Evo? Pas du tout. Ok. Et toi, Zilane, tu peux peut-être nous parler de ton équipe préférée? Alors moi, je suis fan de la Carmine Corp, voilà, donc c'est l'équipe du streamer Kameto avec Kotei et Prime, ils ont fait une équipe, voilà. Donc je regarde tout, d'ailleurs je suis déjà allée au KCX, donc l'événement de l'équipe. Et donc oui, j'y retourne en fin d'année. Donc Carmine Corp VS, je sais plus quoi. Considérez-vous que le e-sport c'est du sport? Ouais. Parce que c'est pas juste, comme beaucoup peuvent avoir comme cliché, c'est pas juste un jeu où il faut, comment dire, il faut juste bouger la souris et puis ça part tout seul, c'est tout un jeu de stratégie, il y a toutes les zones de ton cerveau qui sont en alerte, il faut avoir des réflexes de zinzin, il faut avoir une aim de zinzin, il faut avoir des stratégies de zinzin, et oui non, il y a certaines personnes qui pourraient même pas faire un tiers de ce que les champions e-sport font. Je dirais exactement la même chose. Ok. C'est très compliqué comme question, ça va nécessiter de définir ce que c'est un sport, parce que tout le monde a une définition différente. Pour moi, je rejoins en fait les deux visions. Effectivement, l'e-sport, c'est un sport, mais après, je vois notamment qu'ils veulent mettre ça aux Jeux olympiques aussi. Pour moi, ça n'a rien à faire en fait. C'est deux sports différents. C'est comme les échecs, par exemple. Oui, l'échec, c'est un sport. C'est pas pour autant qu'on va mettre des jeux d'échecs aux Jeux olympiques. Donc pour moi, en fait, faut bien dissocier ça. Il y a le sport physique et le sport mental. L'e-sport fait partie du sport mental. Je suis pas forcément d'accord parce qu'il faut savoir que les joueurs professionnels de e-sport, en fait, ils passent des fois des 7 heures d'affilée à faire des exercices vraiment sportifs juste pour en fait avoir plus de réflexes facilement et pour pouvoir mieux, on va dire, gérer tout ce qui est manette ou PC, tout ça. Et en plus, ça travaille énormément les pouces. Donc en fait, ça travaille quand même. C'est comme le tir à l'arc qui va beaucoup travailler, on va dire, le haut du corps.
bah pour moi le e-sport ça va vraiment se focaliser sur les mains. Bah, moi, je suis entièrement d'accord. Après, je pars du principe aussi que, par exemple, pour faire du foot ou du tennis, si tu t'entraînes pas physiquement, c'est pas possible. Alors que moi, je connais des gens sur Rocket League qui font, mais alors, 0 sport, 0 minutes de sport, et par contre, mais ils sont monstrueux sur ce jeu. Après, Donc en fait, ça dépend. Après c'est la différence entre les joueurs professionnels. Quand t'es joueur Ouais, c'est professionnel ça. c'est quelque chose que tu dois avoir en voilà, fait. c'est ça. Et on peut voir aussi que tu parles des échecs. Les échecs, c'est aussi un sport qui est mental. Donc c'est pour ça que c'est considéré comme un sport cérébral. Moi, Clairement. j'ai quelque chose à rajouter au niveau de la F1. Il y a du sport mental parce que genre faut vraiment contrôler à la seconde près, mais c'est aussi physique. Ah bah, tourner Mais un c'est volant de plus F1. c'est plus mental que physique. Du coup. C'est pour ça que ça dépend vraiment, on va dire, des points de vue. Mais selon moi, ça reste quand même du sport. À notre niveau, pas forcément, parce que nous, on va dire jouer un peu pour le fun. Mais quand t'es joueur professionnel, généralement, c'est pas quelque chose à prendre, on va dire, pour le fun. C'est vraiment un métier, donc tu dois vraiment prendre ce que tu fais vraiment au sérieux. Donc ouais, t'as des fois des heures. Des fois, je regarde les vidéos de la Carmine et tu les vois en fait s'entraîner, et tu les vois toujours à la salle. En fait, ils sont un peu forcés à travailler aussi les autres parties des muscles de leur corps pour mieux savoir en fait Ah mais appréhender. c'est sûr, et même plus que ça, parce qu'au début, moi, je m'étais renseigné justement sur un planning type de joueur e-sport. C'est vraiment détaillé, mais même à l'alimentation près, ils mangent pas n'importe quoi, ils ne boivent pas n'importe quoi. Faut vraiment, c'est comme un sportif, littéralement, ce sont des sportifs, donc c'est comme un sportif. Mais c'est vraiment beaucoup plus complexe que ce qu'on peut croire. Moi, du coup, je rejoins la F1. Genre, tu parlais de les pouces et tout. Bah, la F1, c'est pareil. Genre, vraiment, même les doigts sont musclés et tout. Genre, ils doivent vraiment muscler tout le corps parce que déjà, juste la puissance de la voiture. Genre, t'es plaqué à 200 km/h contre le siège. Bah, faut que tu muscles que faut carrément que tu muscles le cou. Faut que tu muscles tout, en fait. Genre, le cou, les épaules, même les doigts, t'es obligé de les muscler pour pouvoir tenir le volant à 200 km/h, voire même 300 à des moments. Surtout qu'on peut voir aussi qu'avec les jeux vidéo, maintenant, ils essayent aussi d'accéder, on va dire, au milieu et sportif au niveau des jeux vidéo et en même temps physique. On peut voir avec les Just Dance, tout ça. Par exemple, il y a Dina, je sais plus son nom de famille, mais Dina qui est aussi considérée comme l'une des meilleures, la meilleure femme sur Just Dance et qui fait, on va dire, de l'e-sport. Donc voilà, encore une fois, ça va dépendre, on va dire, de chaque personne. Quel élément vous attire le plus lorsque vous découvrez un jeu vidéo ? Ça dépend. En vrai, par exemple, Valorant, là, c'est plus le côté stratégique qui m'a attiré. Or, par exemple, pour Ghost of Tsushima, c'est plus l'environnement, l'époque féodale du Japon, etc. Autrement, The Last of Us aussi, c'est pareil, c'est l'environnement. Ça dépend vraiment du jeu en lui-même. Je pourrais pas te donner vraiment de réponse précise, quoi. Ça dépend aussi du jeu. Ça change un peu de tout, ça dépend vraiment. Beaucoup les graphismes vont m'attirer dans un jeu, mais j'aurais tendance à dire que ce qui m'attirera le plus, c'est avoir un concept qui est innovant, puisque un coup de cœur, par exemple, que j'avais eu à une époque, c'était sur Papers, Please, et c'était pas une question de graphisme, c'est vraiment une question de concept. Je rejoins Laurent du coup sur la question de concept. Je sais qu'il y a un jeu qui me tient à cœur. Bah, tous les jeux de toute façon de CD Projekt me tiennent à cœur parce que en fait quand je le lance, ça me met une claque. Aussi bien du coup pour The Witcher, ça me met une claque graphique, une claque histoire, mais pour Cyberpunk c'est la même chose. On entre vraiment dans deux mondes qui sont totalement différents de ce qu'on peut voir quotidiennement et ça change l'esprit en fait. Avez-vous un budget consacré aux jeux vidéo ? Mensuel ou annuel, peu importe. Ouais, j'évite de dépenser plus de 50 € dans les jeux vidéo. Tous les combien de temps ? Tous les mois. Parce que je me connais, si jamais je dépasse ce budget-là, après ça va partir dans des sommes beaucoup plus béantes. Mais ouais, en gros, 50 € c'est à peu près le prix d'un jeu actuel neuf. Donc ce qui me permet de maintenant sur Vinted les payer beaucoup moins cher, du coup je peux en payer plus. Et, voilà. Du tout, parce que j'en achète très rarement. Vraiment. Oui, avec un montant en fait qui va dépendre de ma situation et qui va du coup fluctuer au niveau budget.
Alors pour ma part, oui, j'ai un budget jeu vidéo, mais il est pas fixe, il dépend en fait de mon envie et surtout des sorties qui sont prévues. Je sais que je gère mon budget en fonction justement des jeux, des dates de sortie de jeux, ce qui fait que j'ai déjà en fait un budget qui est prédéfini, notamment je l'avais fait pour Hogwarts Legacy, je savais que le jeu allait coûter tant et à tel jour, donc je savais que ce jour-là, ce jour-ci, j'allais dépenser telle somme. Alors, je sais que j'ai énormément de jeux sur lesquels j'ai tendance à jouer, mais avec 4 ou 5 ans de retard, parce que justement ça permet d'alléger le budget. Avez-vous des goodies? Ouais, j'en ai. T'as quoi? J'ai par exemple, tu vois ou pas Overwatch, Kiriko, elle a un petit casque, un petit masque Oui. là, de renard, bah ça je l'ai eu en 3D. Ouais. Moi j'ai plein de goodies de The Last of Us, j'ai la manette. Je me suis aussi, après c'est des trucs que je me suis fait moi-même, mais un porte-manette de The Last of Us. J'ai aussi acheté le Art of The Last of Us, donc tout ce qui est artbook, etc. Après je crois que c'est à peu près tout, c'est tout The Last of Us. Alors du tout, parce que j'ai déjà la place pour mes livres et encore c'est compliqué, alors encore moins pour les jeux. Plusieurs, principalement de World of Warcraft, en particulier une peluche wyvern absolument adorable. Moi j'en ai pas. J'en ai pas des masses du moins. J'ai un peu de goodies, mais en fait ça vient d'Harry Potter, donc c'est pas réellement du jeu vidéo, c'est plus de l'univers. Mais il faudrait que j'en ai plus. J'avais un pote qui m'avait ramené d'une convention une épée gonflable Frostmourne de WoW. Oh ouais. Trouvez-vous cela utile de dépenser pour des jeux? J'entends là tout ce qui est justement skin ou goodies, tout ça. Moi je trouve ça pas forcément utile, mais à force d'y jouer, au bout d'un moment tu craques forcément. Moi je m'étais dit sur Overwatch je craquerais pas, par contre j'ai craqué. Sur Fortnite pareil. Là pour l'instant sur Valorant j'ai pas encore craqué, j'espère ne pas craquer sur Valorant, mais bon. Moi je trouve pas ça utile par rapport du coup toujours les mêmes choses. Les jeux que je joue, il y en a pas réellement. Oh, sinon ça coûte trop cher. J'aime beaucoup la démarche des créateurs de Warframe sur cette question-là, qui ont du coup créé un jeu qui est gratuit, qui est extrêmement généreux dans son contenu et qui ne pousse pas à la dépense et où les seules choses achetables sont de l'esthétique, qui était une manière en fait pour moi de temps en temps de me prendre un petit skin, un truc comme ça, etc. Était une façon de donner ma contribution à un jeu que je considérais le mériter. Toutefois malheureusement c'est vrai que c'est une démarche que l'on trouve assez peu et où au contraire on va trouver des compagnies qui vont mettre énormément de microtransactions et vont pousser à l'achat à un point qui est des fois extrêmement malsain. Parce que faut être honnête quand même, avoir un skin dans un jeu, ça sert à rien. Mais c'est marrant et ça montre aux autres que tu es investi dans le jeu. Et en fait, je prends toujours moi l'exemple de quand les gens me demandent mais pourquoi t'achètes ça, je dis bah c'est comme si j'achetais un beau vêtement en fait. Ça sert à rien que j'ai une belle veste ou un beau t-shirt et tout ça, mais on est content quand on le porte donc. Moi ce qui me fait rire surtout c'est les gens aussi qui croient parce qu'ils ont un skin ils vont être plus forts. Ouais c'est ça. Ça me fait rire ça. Il y a certains skins ça marche pour de vrai quand même. Ouais il y en a ouais. Je sais que là, avec League of Legends, ils ont fait un skin avec Faker. Il me semble que c'est sur la Harry. Je suis pas sûre. Mais en fait, ils ont fait un skin. Et en fait, ça va forcément pousser un peu les gens à consommer parce qu'ils vont se dire ah, c'est Faker qui a été en partenariat. Faker, c'est quand même le joueur, on va dire, le plus connu de League of Legends dans le monde. Donc en fait, ça va vraiment pousser à la consommation, tout ça. D'ailleurs, j'ai une de mes copines qui l'a acheté. Très cher. Mais ce qu'elle me disait aussi, c'est que elle s'achète pas forcément de maquillage, elle s'achète pas de vêtements. Elle s'est dit, bah, je vais me faire plaisir quelque part. Puisque de toute façon, je suis pas quelqu'un de dépensière à la base, donc pourquoi je vais pas mettre cet argent-là dans un jeu alors que j'aurai toujours accès à ce jeu. Donc j'aurai toujours accès à ce skin. Alors qu'un vêtement, ça peut se déchirer, ça peut... Voilà. Donc en vrai, elle a pas forcément tort. Ça dépend vraiment de chaque personne, on va dire. Mais bon, 200 €. Moi, je veux bien rebondir du coup parce que là, tu parles de League of Legends et d'e-sport du coup. J'aime bien le principe même que certains jeux comme Rocket par exemple intègrent des skins d'équipe dedans et du coup tu peux soutenir ton équipe favorite en achetant leur skin dans le jeu et moi je trouve que c'est une bonne idée ça. Valorant aussi ils ont fait ça. Oui, Valorant aussi, ils ont des bundles pour.
pour en rajouter encore avec Warframe, décidément, je sais que moi j'avais trouvé absolument génial ce concept qu'ils avaient fait de permettre à des gens de proposer des concepts de skins, de ensuite les valider et de les mettre en ligne, payant, en sachant que du coup un pourcentage était reversé aux joueurs qui l'avaient créé à la base. Je trouve ça absolument génial, ça permet finalement à beaucoup de joueurs créatifs d'être une part dans le jeu qu'ils aiment. Est-ce que quelqu'un peut rapidement redéfinir ce que c'est un skin pour nos auditeurs qui n'auraient pas forcément cette connaissance? Je pense qu'ils sont déjà paumés au niveau de tout le vocabulaire. Un skin, c'est, pour moi, juste un effet cosmétique qu'on a sur, par exemple, si on joue à un jeu de voiture, c'est avoir une voiture qui soit rose, qui soit plus détaillée avec des ailerons et tout ça, ou si on prend un personnage qui est basiquement en fait d'autres vêtements que on n'a pas si on n'achète pas un pack en fait avec des vêtements pour ça. C'est une apparence spécifique d'un élément d'un jeu. C'est bien résumé, oui. Exactement. Avez-vous suivi des films, séries ou adaptations autres, donc de vos jeux vidéo? Ouais, bah du coup The Last of Us. Il y a aussi Uncharted que j'ai beaucoup aimé aussi. Avec Tom Holland? Ouais, il est incroyable. D'ailleurs bientôt le prochain qui sort aussi de film. Je sais qu'il y a les Tomb Raider. Ouais. Les Tomb Raider qui sont stylés quand même. Il y a aussi justement, on parlait de... Ah, comment ça s'appelle? Le truc avec les zombies? Resident Evil. Ah oui, Resident Evil, ouais, aussi, il est bien aussi, ouais. Et bah moi j'ai suivi Arcane. Vous avez pas parlé de Arcane encore? Ah oui, c'est vrai. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Bientôt la saison 2 qui arrive d'ailleurs, j'ai très hâte. Laurent, t'as suivi Arcane? Alors oui, et j'adore. D'ailleurs, faut le mentionner aussi, c'est un studio français qui l'a fait. Faut le mentionner, Exactement. ils sont incroyables. Il y a beaucoup de... Moi, j'ai pas beaucoup joué à Arcane, mais par contre, j'ai vu. Non, c'est en fait League of Legends. ouais, c'est Ouais. l'adaptation de League of Legends. Mais ouais, Arcane, je l'ai vu le truc, mais j'ai pas vraiment joué au jeu. Bah justement, quand on parle de studio français, où t'as dû suivre du coup tout ce que Quantic Dream avait fait. Le studio français. Quantic Dream. Avec Heavy Rain, Life is Strange. Ouais, ok, c'est bon, j'ai. Beyond Two Souls, je crois. Non, Non. Life is Strange, c'est Square Enix. Ouais. mais c'est ce que Beyond j'avais Two vérifié. Souls, Beyond Two Souls, Heavy Rain, Detroit Become Human. Ouais, du coup, moi, j'ai vachement suivi B3 Become Human, mais j'ai pas encore le jeu, mais bientôt. Par contre, j'ai adoré Heavy Rain. Moi aussi, j'ai énormément aimé Heavy Rain. Mm. J'avais fait une chronique là-dessus, d'ailleurs. Oui. Les chroniques du lundi qu'il faut suivre. Ok, et toi, Logan, t'en penses quoi de Arcane? Alors moi j'aime beaucoup Arcane aussi. J'avoue que l'univers League of Legends pourtant, je savais que c'était un lore bien complet mais je m'y étais pas intéressé et c'est justement un moyen de pouvoir avoir une lumière là-dessus et de voir à quel point il est complexe et intéressant. Surtout qu'on voit bien que ça fait plus de 10 ans qu'ils sont là-dessus. Hein. Mm. Tu vois sur des... J'ai jamais les noms, c'est un truc de ouf. Tu vois sur des adaptations de Jinx, Ouais. tu sais, sur ses musiques, tout ça. Tu vois en fait déjà derrière des affiches qui apparaissent que dans le Arcane, alors que c'est sorti que récemment. Ouais. Mais d'ailleurs, bah, j'ai hâte de la suite. D'ailleurs, il y a des nouveaux personnages qui sont déjà introduits. Ouais. On a pu en détecter certains dans les trailers. Qu'est-ce que les jeux vous apportent mentalement? Qu'est-ce que cela vous procure? Pourquoi Comme jouer? sensation, Ouais, comme sensation. Pourquoi est-ce que vous jouez? Ça dépend. Des fois, j'ai juste besoin de jouer parce que je sais pas, genre, par exemple, si pendant quelques jours, je suis tout le temps avec des gens, j'ai besoin de décompresser et de jouer aux jeux vidéo. Donc ça m'aide à m'apaiser. Je dirais m'amuser avec des potes, surtout. Genre, on se réunit, on fait une petit truc comme ça, genre vraiment s'amuser et puis voir les autres agir aussi, c'est très marrant. Bah, de la même façon, l'effet cathartique, il est assez accessible et agréable, on va pas se mentir. Derrière, il y a un côté très émancipateur également avec le jeu vidéo. C'est quelque chose qui m'a aidé à grandir personnellement. Donc ça, c'est quelque chose qui fait que du coup, je peux toujours le conseiller à tous les jeunes et tous les moins jeunes. Et puis le lien social que ça permet également. Moi je sais que si je joue aux jeux vidéo c'est pour un peu décompresser d'une journée. C'est vraiment le moment, t'es en fin de journée, t'es bien derrière ton écran, t'es tranquille. Et je sais que moi je suis un grand joueur aussi de jeux VR.
Et ça permet, voilà, tu lâches la pression, en fait, tu mets ton casque, tu restes dans ta chambre, mais oh tiens, hop, t'es au Japon, oh tiens, t'es en médiéval, hop, t'es à l'époque médiévale, je veux dire. Et ça permet voilà, d'extérioriser en fait un peu, pas une espèce de pression, mais t'extériorises un peu toutes les pensées que t'as de la journée pour laisser place en fait au moment présent où t'es actuellement. Et moi je trouve que le jeu vidéo il est un peu tout seul en fait à faire ça, donc je sais pas trop comment le détailler plus, mais globalement c'est vraiment pour extérioriser la journée. Je suis hyper d'accord avec toi, et Logan, je pense que justement ça peut apporter, on va dire, une culture supplémentaire aussi aux jeunes, tout ça, parce qu'en fait il y a des jeux qui vont être basés par exemple sur l'histoire, des choses qu'on n'a pas forcément connaissance, et donc en fait en simplement jouant un jeu, on peut en fait en apprendre plein sur la vie, comment c'était au Moyen-Âge, enfin à des époques on va dire historiques de nos temps. Donc voilà, ça peut être hyper intéressant. Et Laurent, ce que t'as dit aussi c'était hyper intéressant parce que tu parles des jeunes, tu parles du fait que ça peut faire grandir on va dire la jeunesse et les jeunes. Donc j'aimerais poser une question. Est-ce que, selon vous, les jeux apportent un bon impact sur la jeunesse? Parce qu'on peut voir par exemple qu'avec les Call of Duty, tout ça, on avait à l'époque beaucoup de personnes qui se plaignaient, qui disaient que non, ça incite les jeunes à faire des choses qu'il ne faut pas faire, tout ça. C'est quoi votre point de vue là-dessus? Alors tant bien parce que moi en plus j'avais utilisé ce sujet-là pour mon bac en philosophie. Et en fait du coup j'ai découvert que les jeux vidéo ne rendent pas forcément violents. Souvent c'est des gens qui avaient déjà des problèmes mentaux, souvent. Et au contraire, même ça a été prouvé scientifiquement que les jeux vidéo apportaient des qualités cognitives supérieures à la moyenne. Parce que ça pouvait t'aider à savoir dans quel espace tu es, ça te permet de mieux gérer ton espace, voilà, c'est ça que je voulais dire. T'as des réflexes qui se mettent en place, t'as des stratégies aussi qui se mettent en place que tu n'avais pas forcément avant de jouer aux jeux vidéo. Par exemple, j'ai parlé de ma mère, qui, elle, je lui ai fait découvrir Valorant. Elle y joue pas, mais elle regarde les vidéos que je lui montre, et elle me disait, mais comment vous faites pour suivre tout le temps et tout le temps concentré là-dedans? Moi, je peux pas. C'est impossible pour moi de pouvoir y jouer. Je lui dis, ouais, mais c'est petit à petit, à force, tu développes des qualités cognitives que tu n'as pas au début. Et même elle a dit, je vous tire mon chapeau parce que moi, je pourrais pas le faire. Ça te fait travailler les muscles de ton cerveau aussi, d'ailleurs. C'est ça, ouais. Moi, je dirais ça dépend parce que, genre, par rapport aux yeux, faut avoir des lunettes parce que je sais que ça bousille les yeux très fortement. C'est pour ça qu'il existe maintenant les lunettes à écran bleu, qui fait que ça bousille moins les yeux. Ça fait du fatiguement aussi. Mais tu penses pas que les téléphones aussi, justement, ça bousille les yeux? Genre tout écran bousille les yeux, même les projecteurs et tout, ça abîme les yeux, mais très fortement. C'est pour ça que maintenant il y a les verres à écran bleu qui fait que ça abîme moins les yeux, quoi. Ok. Le jeu vidéo, c'est un produit culturel, donc bien évidemment qu'il est intéressant à utiliser pour plein de choses à tout âge. Après, c'est comme tout, il faut en avoir une utilisation qui est responsable. Et c'est vraiment comme tout, on peut le dire exactement la même chose de toute chose. Je sais pas moi, faire la cuisine, c'est bien, ça permet de bien manger, ça permet de faire des économies, c'est bon pour soi et tout. Mais si on ne mange que des frites, on finit à la fin par avoir du diabète ou un arrêt cardiaque ou tout ce que vous voulez. C'est exactement la même chose. À un moment, il y a une notion de qualité et de quantité que l'on se permet dans le jeu vidéo, et une utilisation responsable, c'est quelque chose qui est important. C'est pour ça que c'est quelque chose qui doit être encadré pour les jeunes enfants par leurs parents. Et c'est la responsabilité des parents à ce niveau-là de se renseigner, d'essayer de faire attention à ce à quoi ils exposent leurs enfants et dans quelle quantité. Moi, je rejoins totalement Laurent là-dessus. En fait, le jeu vidéo, c'est extrêmement bénéfique pour les jeunes, mais il faut le doser. Je prends souvent l'exemple d'un film, parce qu'en général, les parents sont plus conscients des films que des jeux vidéo, alors que les parents vont pas mettre un enfant devant un film d'horreur, par exemple, ou devant un film violent. Ça n'a pas de sens. Pour les jeux vidéo, c'est pareil. On fait moyen, parce que effectivement, il y en a qui le font. Mais techniquement, faudrait pas. Et c'est bien pour ça qu'il y a, et ça a été créé justement en fait tout ce qui est Peggy 18, Peggy 16 et tout ça, tout le blabla, pour justement aider les parents qui n'y connaissent pas vraiment à justement savoir quel jeu est bon ou non pour les enfants. Donc c'est pas, des fois c'est pas tout le temps exact, mais ça permet quand même d'aider une grande partie, je dirais.
Et puis, il faut le respecter, c'est surtout ça, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui le respectent pas, Faut le respecter. quoi. Et en fait, le problème le plus récurrent, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui se plaignent. On va prendre l'exemple de GTA parce que c'est l'exemple le plus connu. Beaucoup de parents achètent GTA pour leur enfant et après se disent ah bah je comprends pas, dans le jeu il conduit n'importe comment. Évidemment, c'est le principe même de GTA en fait de donner une liberté totale aux joueurs. Sauf que ce genre de jeu est réservé en fait pour une catégorie de 18 ans et plus. Donc forcément, quand tu mets ça entre les mains d'une personne qui a que 13 ans, bon bah c'est vraiment pas le bon exemple. Je dirais pareil pour Assassin's Creed. Genre c'est un Peggy 16 ou Peggy 13, alors que tu sens quand même, et ça reste violent. Il y a de l'aventure, mais ça reste vachement violent, quoi. Moi je sais qu'à partir de 9 ans, j'avais le droit d'y jouer chez ma mère. Ça reste violent. J'aimerais rapidement rebondir sur ce que Lisa disait tout à l'heure. Vite fait, je fais un petit aparté. D'ailleurs, je trouve que beaucoup de personnes, des fois, en fait, quand ils ont trop de pression, et lorsqu'ils jouent, en fait, le fait justement d'être dans un milieu, on va dire, des jeux un peu où ils peuvent, on va dire, faire plus d'actions, on va dire, qu'on ne fait pas actuellement, et bah je pense que justement, des fois, ça peut, en fait, diminuer la chose dans la vraie vie, en fait. Ça va justement les divertir et ça va faire qu'en fait, dans la vraie vie, ils n'auront pas besoin d'exprimer leur colère de cette manière, par exemple. Et je vais également revenir à ce que vous êtes en train de dire. Personnellement, moi, j'ai pas eu de limite d'âge à ce genre de choses. Ça veut dire que dès l'enfance, je regardais des films d'horreur. Je jouais à Projet Zero. C'est un jeu sur la PlayStation 2 où il y avait une jeune fille en fait qui enquêtait sur son frère, qui était parti en fait, qui enquêtait aussi sur des esprits qui seraient dans une maison d'horreur. Et donc en fait, pendant tout le long, en fait, t'as des espèces d'esprits, de fantômes, tout ça. Et c'est un jeu qui est, je crois, pour les moins de... Je pourrais dire de bêtises, mais moins de 16 ans, tout ça. Mais en fait, justement, le fait d'avoir regardé ce genre de choses au plus jeune âge, ça a fait qu'en fait, j'ai pas eu peur. Et même actuellement, j'ai pas peur de grand chose, en fait, dans la vie. Parce que dès l'enfance, j'ai été amenée à regarder des films d'horreur, comme La Maison de Cire, tout ça, Supernatural. Donc en fait, maintenant, je sais que justement, je pense que ça dépend vraiment des personnes, parce que au final, je pense que si ça avait pas été comme ça, si j'avais commencé les films d'horreur beaucoup plus tard, j'aurais eu peur, on va dire, plus tard. Alors que là, dès l'enfance, j'avais pas peur d'aller au fond de mon jardin la nuit. J'allais, parce que du coup, je suis sur un autre étage. On a plusieurs étages chez moi, et puis moi, je suis toute seule dans mon étage. Je pense que c'est quelque chose que mes sœurs qui ont commencé le film d'horreur plus tard ont eu plus de mal à faire. Donc voilà, je pense vraiment que ça dépend juste des personnes, parce que je regardais même des films de moins de 16 ans, parce que c'était un peu violent. Après, en fait, là, on prend cas par cas, parce que moi, si je prends l'exemple de ma sœur, elle est comme toi. Si tu veux, on a tout fait, malheureusement. On a tout fait, en fait, pour regarder, mais bon, bah, en fait, il y a le collège qui existe, et tu contrôles pas ce qu'il y a au collège, et bon, bah, l'information passe vite. Ce qui fait que, en fait, elle a été directement accrochée à ça, et elle a peur de rien. C'est-à-dire que, elle peut regarder des films que moi je regarde, je fais, bah, non, en fait, moi j'aime pas ça, donc je le regarderai jamais. Après, le truc qu'il faut faire, c'est que, là, ça a marché, du coup, pour ma sœur et pour toi. Ça marche pas pour tout le monde. Il y a énormément d'enfants qui sont traumatisés par plein de choses et qui du coup ne peuvent pas regarder tout ça correctement. Mais justement, tu parles de ça, ma petite sœur aussi en fait, elle avait énormément peur avant. Elle avait peur de tout, donc vraiment on lui faisait rien regarder parce que déjà elle avait peur de base. Et en fait elle a commencé à regarder The Walking Dead parce que du coup on nous regardait dans le salon et on regardait en fait, d'ailleurs le jeu de The Walking Dead il est trop bien aussi. On regardait The Walking Dead dans le salon, et en fait, le fait qu'elle ait été amenée, on va dire, à regarder avec nous The Walking Dead dans le salon, en fait, elle avait plus peur, parce qu'en fait, elle voyait qu'il y avait des choses qui faisaient encore plus peur. Donc justement, je pense que le fait aussi qu'en fait, les enfants sont traumatisés, c'est le fait qu'ils soient pas vraiment amenés, on va dire, à être dans le milieu de l'horreur. Donc quand ils le sont, pour une fois, bah, ça va un peu les traumatiser à vie. Alors que si c'est quelque chose qui peut être fréquent, bon, à petite dose, évidemment, on va pas commencer à mettre des films très sots. Ouais. J'irai pas mettre ça devant un enfant. Mais je pense que justement ça peut en fait rationner en fait ce qui se passe dans la vraie vie en fait. Enfin je sais pas, moi je parle dans mon cas parce que ça a marché avec ma petite sœur, moi et ma famille, mais peut-être pas pour tout le monde. Après moi par exemple, j'ai mon petit frère, dès qu'il est entré à l'école primaire, il a commencé à avoir peur parce qu'à l'école primaire on racontait des comptines, ce qu'il y avait dans les toilettes, machin, un truc comme ça. Et en fait à cause de ça il a eu peur. Donc en fait même à l'école il commence à faire flipper les gosses sans raison particulière, et du coup il avait plus envie d'aller aux toilettes tout seul. Et toi Laurent, c'est quoi ton avis là-dessus?
Se défaire d'une peur, par exemple, bon là on parle de question des peurs, c'est une forme d'apprentissage comme un autre. Et un apprentissage, c'est sortir petit à petit de sa zone de confort. Donc oui, s'exposer alors que on est un petit peu peureux à des choses qui font un petit peu peur, comme des jeux vidéo ou des films, permet justement de petit à petit surmonter sa peur. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus trop restreindre. Après, pour moi, c'est quelque chose qui, du coup, comme tout apprentissage, toute éducation, doit être supervisé et afin de limiter les écarts, les fois où ce serait néfaste pour l'enfant. Moi, je prends par rapport à ma sœur. Je sais que ma mère, elle regardait beaucoup les trucs de fantômes et tout, genre les gars qui allaient voir dans les maisons et tout. Et je sais que ma sœur, elle a été traumatisée. Après, c'est fait au décès aussi. Genre, on a eu un décès dans la famille qui tenait beaucoup, et depuis, elle a une horreur d'être toute seule dans la maison. Oh, aucun souci, mais être toute seule dans la maison dans le noir, elle ne peut plus maintenant. Genre, elle peut plus dormir toute seule, genre vraiment, elle fait des cauchemars horribles et tout. Depuis qu'elle a vu ça, c'est vraiment, ça dépend des personnes aussi, je pense. Ok, c'est hyper intéressant. Et donc, quels sont les effets négatifs aux jeux vidéo? Donc, toi, tu parlais de tout ce qui était lumière bleue, mais quels sont les autres effets négatifs? Par exemple, je pense à la solitude, le renfermement. Bah, je pense que le plus gros danger, ça va être d'être accro, de commencer vraiment à dépenser vraiment tout son argent dedans, de plus savoir s'en détacher et d'en devenir en fin de compte malade limite. Je pense que c'est vraiment le plus gros danger du jeu vidéo. Bon, après, bien évidemment, il y a aussi les lumières bleues, la solitude, etc. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment le fait de devenir accro. Pour moi, c'est un danger énorme. Ça peut devenir une addiction comme les jeux vidéo, comme la cigarette et tout. Genre, à force d'y être trop, et ben, ça peut devenir... Pour moi, il y a évidemment la notion de l'addiction, qui, pour moi, est quand même à différencier de la question du fait d'y mettre trop de budget, de ne pas savoir se réfréner au sein du budget. On est vraiment sur deux choses différentes, mais qui peuvent être toutes les deux problématiques. Finalement, la question de ne pas pouvoir arriver à se réfréner au niveau du budget est la même pour toute chose que l'on peut payer finalement. La question de l'addiction aux jeux vidéo, elle est un peu plus spécifique, et en plus de ça, elle est à diviser sur deux types d'addiction. Il y a l'addiction à la pratique du jeu vidéo elle-même, et une autre qui a été plus importante et un peu plus sournoise qui est arrivée après, ça a été l'addiction à la mécanique sociale du jeu vidéo. Ça, je sais que le joueur du grenier en parlait très bien, c'est assez intéressant de l'entendre parler de ce sujet-là, où il explique son expérience, ou comment en fait la nécessité d'être régulièrement, X fois par semaine avec sa guilde, à faire du raid, à se donner des objectifs en fait qui étaient trop importants, amène du coup une addiction non pas au jeu en lui-même, mais à cette activité dans le cadre du jeu, et du coup à des effets qui étaient pires qu'une simple addiction à un jeu classique. Eh bien, moi j'ai plus grand chose à dire maintenant, mais moi je pense un des dangers aussi qu'on n'a pas forcément parlé, c'est l'inactivité tout simplement, puisque les jeux vidéo en fait c'est chronophage. C'est très chronophage, ce qui fait que des fois on peut oublier de manger, on peut oublier de sortir. Et pour des personnes par exemple comme moi qui travaille déjà 7 heures en fait sur une chaise, le soir je suis sur une chaise aussi, et donc je fais pas énormément d'exercice. C'est pour ça que je me suis mis, moi je suis un grand joueur, enfin comme j'ai dit tout à l'heure, de jeux VR, justement pour qu'en fait je continue de jouer aux jeux vidéo mais debout. Mettez-vous à Wii Fit aussi. C'est pour ça que c'est aussi très dangereux au niveau des articulations et tout. Genre, il y a plein de personnes qui peuvent finir vraiment blessées à pas bouger. Genre, ne pas bouger, ça peut fatiguer. En fait, ça peut fatiguer le muscle de pas bouger, en fait. Et tout à l'heure, on parlait de la jeunesse, mais je vois qu'il y a un thème que vous n'avez pas encore abordé. C'est qu'en fait, lorsqu'on joue, on ne sait pas forcément, par exemple, on va avoir qui en face de nous. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver par exemple sur un chat ou quelque chose comme ça, sans connaître la personne qui est en face. Et on sait ce qui peut se passer par la suite. La personne peut se retrouver à avoir 60 ans, 50 ans, face à une personne qui a, on va dire, 13 ans. Sans que ce soit forcément bien vérifié tout ça. Donc on voit ça beaucoup plus maintenant avec même tous ces Discord, tout ça.
beaucoup de personnes s'y mettent alors qu'ils ont vraiment l'attrait pour les jeux vidéo, mais plus pour l'autre chose qui va avec. Enfin, je sais pas si c'est... C'est pareil, j'aimerais faire aussi un warning pour les parents qui laissent les enfants seuls sur Roblox. Faut faire attention parce que souvent les personnes de 60 ans traînent beaucoup sur Roblox et il faut faire vraiment attention avec qui votre enfant discute sur Roblox. Faut faire attention avec qui son enfant discute, quel que soit le support en fait. Et alors, il me permettrait de rajouter quand même que c'est pas l'âge de la personne en face qui est vraiment importante. Il peut y avoir des personnes qui ont de mauvaises intentions et qui ne sont pas là simplement pour le plaisir du jeu, qui sont jeunes ou qui sont beaucoup plus âgés. Après, j'avoue que justement, le fait qu'on ne sache pas forcément qui on a en face, moi je vois ça comme un avantage. Dans la mesure où le jeu vidéo, c'est quelque chose qui est véritablement intergénérationnel. Moi je joue avec des gens qui ont 20 ans de plus que moi, qui ont 20 ans de moins que moi, et finalement on s'en fiche de l'âge des gens, on s'en fiche de où ils sont en France, on s'en fiche de leur classe sociale, de leur métier. On découvre des gens justement qu'on n'aurait jamais pu rencontrer avant, qui ont des activités avec lesquelles on n'aurait jamais eu l'occasion de discuter parce que ça transcende les générations et les classes sociales. Et ça, c'est quand même quelque chose de magique et qu'on a du mal à trouver dans d'autres médias. Et aussi, il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas mentionné, c'est que ça peut donner aussi beaucoup de fatigue et des migraines. Moi, je sais que quand je joue beaucoup, j'ai trop mal à la tête. Hyper facilement. Alors que quand je vais être sur mon téléphone, bizarrement, c'est pas trop ça. C'est plus quand je joue, j'ai l'impression. Je me permets de rebondir du coup. En fait, le jeu vidéo aussi, comme c'est chronophage, en fait, t'oublies de boire. Alors que quand t'es devant un écran, il faut beaucoup boire, parce que déjà tu travailles beaucoup de ton cerveau, donc t'as forcément ton hydratation qui diminue. Et c'est ce qui provoque en fait cette migraine-là. Je sais que j'ai adapté le réflexe maintenant d'avoir une gourde sur mon bureau, justement, pour pouvoir boire régulièrement. Regardez-vous des streamers et youtubeurs jouer? Tu parlais du Blédard tout à l'heure. Ouais, bah ouais, du coup je regarde NS maintenant parce que maintenant c'est plus le Blédard, c'est NS. Je regarde aussi tout ce qui va être Cyril MP4, enfin les classiques entre guillemets que tout le monde peut connaître, donc genre du grenier aussi qui fait pas forcément des jeux vidéo, mais y a quoi d'autre? Et puis aussi, je supporte aussi beaucoup tout ce qui va être aussi les streameuses, les femmes, etc. aussi qui jouent, je supporte aussi énormément. Donc je fais une mention spéciale à Magla aussi, voilà. Mais sinon oui, je supporte aussi tout ce qui va être les streamers, les petits streamers. D'ailleurs, il y a mon frère aussi qui stream. Voilà, si jamais ça vous dit, Knaki TV, voilà, sur Twitch. Si jamais. Du coup, moi, je suis sur YouTube, pas stream autre. Mais je dirais que c'est surtout au niveau des jeux. Du coup, je regarde la salle pour GTA RP. Mais vraiment, ça dépend du jeu. Vraiment. Je sais que là, il y a les backrooms qui sont sortis. Je pense que ça fait un certain temps. Mais ça fait pas si longtemps que ça, je regarde. Mais vraiment, ça dépend des personnes. Moi, essentiellement joueur du grenier, d'une part parce que je n'ai pas forcément beaucoup de temps pour regarder du streaming, c'est assez chronophage, et également parce qu'il y a toujours un côté très bienveillant, très cool sur ces streams, et enfin parce que il varie énormément les jeux sur lesquels il stream et a toujours une démarche d'essayer de faire découvrir des choses. Et pour ma part, je regarde aussi du coup je regarde aussi JDG et je regarde aussi Bob Lennon qui a un côté beaucoup plus loufoque et qui amène un côté plus on va dire narratif à certains jeux. Et donc je regarde aussi les classiques Squeezie, Wankill, mais je voudrais faire aussi une aparté à une chaîne qui s'appelle Jean-Baptiste Chaud, et je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est quelqu'un qui raconte en fait l'actualité jeux vidéo, mais d'un point de vue extrêmement critique, pas forcément au sien, mais comment on dit quand une personne fait un point de vue critique mais sans donner son avis? Neutre. Neutre, mais il y a un mot exact. Objectif, c'est très bien. En fait, il a un avis extrêmement objectif sur les jeux vidéo, ce qui fait qu'il peut te présenter n'importe quel jeu. Bon, sauf quand il a envie de donner son avis, il le donne et il le donne bien. Mais il a toujours un fond bienveillant et il présente souvent des pépites qui sont apparues en fait pendant tout ce qui est Paris Games Week et tout ça, mais qui sont des jeux qu'on pourrait passer à côté et justement il les met en lumière, notamment beaucoup de jeux indés et moi je trouve ça formidable. Et si on fait de la pub, allez voir aussi du coup sur Twitch Sly Takeoff et Moody Fox. Oui, bon, allez voir ma sœur aussi et mon beau-frère. Allez, soyons fous.
Bah personnellement, moi je suis du coup beaucoup Kameto. Amine m'a tué, je le trouve tellement drôle. Quand je regarde ses streams, mais je rigole tout le temps en fait. Et des fois je fais les mêmes blagues qu'il fait en fait. Et du coup des fois quand je regarde avec ma sœur, c'est hyper drôle. Parce que elle nous reconnaît trop sur des blagues. Après il y a aussi Squeezie évidemment, quand il fait des let's play. Domingo aussi avant il faisait des let's play, même si c'est pas mon préféré au niveau des let's play. Et il y avait Aikiliu à l'époque qui était beaucoup sur Garry's Mod. Avec Garry's Cool, tout ça. Avez-vous déjà envisagé d'exercer une profession en lien avec le jeu vidéo? Profession, non, mais juste pour le fun, participer à un tournoi qu'un youtubeur fait ou quelque chose comme ça, ouais, pourquoi pas. Alors, pas du tout. J'ai toujours été intéressé par le game design, donc en parler ou faire des choses en rapport avec ça, ça m'a toujours intéressé. Par contre, c'est jamais quelque chose que j'ai eu l'occasion de penser pouvoir réaliser. Alors, pour ma part, ça a été quand même une grande partie de ma vie, puisque quand j'étais petit, du coup, bah forcément, on avait l'entreprise de faire une équipe e-sport, donc sur Fortnite. Après, forcément, ça a échoué. Et j'ai voulu faire une carrière aussi en duo sur StarCraft 2. J'ai fait des tournois StarCraft 2, d'ailleurs, que je me débrouillais pas si mal, mais on a dû abandonner. Et après, je me suis plutôt réorienté vers la partie développement et création en lui-même de jeux vidéo. Donc j'avais réussi à me former en autodidacte sur un logiciel de 3D qui s'appelle Maya, qui permet justement, en fait, qui m'a permis, grâce à Maya et Unity à l'époque, de créer mon premier jeu vidéo, qui n'existe absolument plus maintenant puisque j'ai tout perdu. C'était sur mon PC portable, c'était un petit jeu de RPG justement où on se baladait dans avec des... En fait, les assets Unity étaient très médiévaux et ça tombait bien puisque c'est exactement ce que je voulais faire. Ce qui fait que j'avais créé une espèce de petit RPG orc médiéval et je trouvais ça formidable. Alors personnellement, moi j'ai toujours aimé ce que Dwagby faisait. Mais au niveau des femmes, du coup, il y avait Kayane. Enfin, il y a toujours Kayane. Il y a Laure Vallée, donc à l'époque il y avait FJ sur League of Legends. Après il y a eu Laure Vallée, après il y a eu Georgia et maintenant il y a Jiniro aussi, qui sont des femmes en fait qui, on va dire, animent et chroniquent et font un peu les chroniqueuses quoi, et qui sont des chroniqueuses en fait sur League of Legends. Et ça m'a toujours intriguée, j'ai toujours voulu faire ça. À l'époque déjà je regardais des games sur Game One, parce que j'avais la chaîne Game One. T'avais la première chaîne de manga et la deuxième chaîne qui était sur les jeux vidéo. Et donc des fois je regardais ça et j'étais hyper impressionnée. Et je sais pas, ça m'a toujours attirée. Après je sais pas si j'aurais les compétences, je pense tellement pas. Mais franchement ouais, si j'y ai déjà pensé, oui. Avez-vous déjà joué à des jeux vidéo interactifs? Oui, et d'ailleurs c'est mon style de jeu aussi que j'apprécie le plus. J'ai fait tout Life is Strange et j'ai adoré les faire. Alors, je pense, mais je suis pas sûre. Alors oui, justement, si on revient sur Life is Strange, après j'avoue avoir beaucoup de difficultés avec le concept de jeu de rôle interactif, puisque le principe avec le concept de jeu vidéo interactif, puisque le concept même du jeu vidéo, c'est l'interactivité. Des choix qu'on découvre. Enfin, c'est des choix qu'on découvre. En fait, les jeux interactifs, c'est pas la même chose. C'est qu'en fait, chaque choix dans le jeu, on va dire, va avoir une... Imagine, t'es pas allé voir ce personnage-là à ce moment-là, et ben en fait, il est pas dans ton let's play, donc en fait, t'aurais risqué en fait de mourir. Ou en fait, c'est ça, on va dire, le jeu vidéo interactif. Ouais, mais en fait, si on a plein qui sont pas classés dans du interactif... Ouais. Non, mais ça, c'est le nom du genre. Oui, mais c'est pour ça que j'ai un petit peu de difficulté avec le... Parce que c'est pas une catégorie de jeu, et finalement, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de jeux, simplement à des degrés différents. C'est pour ça que j'ai un petit peu de difficulté avec le concept. Mais sinon, oui, complètement. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Plus il y a d'interactivité dans un jeu, plus j'aime. Mais, c'est ça le truc, c'est que pour moi, du coup, c'est un aspect d'un jeu, c'est pas une catégorie, en fait. Bon, bah, je rejoins Laurent sur tous les points. Je suis entièrement d'accord. Mais en fait, moi, je dissocie je sais que quand on parle de jeux interactifs, la plupart du temps, c'est vraiment les jeux où un choix a une grosse conséquence. C'est pas comme par exemple Fable où si tu es méchant avec les villageois ils vont commencer à moins te respecter et tout ça. Parce que en soi, Fable, tu peux devenir méchant, puis redevenir gentil, puis redevenir méchant, mais c'est sur une longue période. Alors que par exemple des jeux comme Détroit ou les Dark Pictures, en fait, c'est des courtes histoires.
chaque choix va avoir une conséquence extrêmement lourde sur ton gameplay, donc voilà. Du coup, ça me force à poser la question, est-ce que Skyrim est un jeu interactif du coup? Oui. Skyrim est totalement interactif puisque t'as des conséquences. Par exemple, si tu rejoins une guilde, bah tout le monde va pas te regarder pareil, et même à la création de ton personnage, les gens ne te regardent pas pareil. Donc moi, je considère que totalement. Pourtant, la portée de la plupart des actions dans Skyrim est extrêmement limitée, contrairement à d'ailleurs les précédents jeux des Elder Scrolls en comparaison. Bah justement, les jeux interactifs, c'est que t'as pas non plus tout le temps pour réfléchir. À moins que tu mettes pause. Par exemple, ça dépend, hein, Tell Me Why par exemple. Je sais pas, moi je te parle des, par exemple, les, Ah oui, les Dark Pictures. Quantic Dream, les Ouais. Dark Pictures, les vrais jeux qui sont connus pour faire que de l'interactif. On peut voir par exemple avec Heavy Rain. Heavy Rain, si tu décides de faire confiance par exemple à cette personne-là, bah peut-être que tu peux être dans... Peut-être que tu peux avoir eu une catastrophe ou quelque chose comme ça, et puis même si ton personnage décède, la continuité du jeu continue. Avec d'autres personnages, tu incarnes d'autres personnages, tout ça. On peut voir aussi avec Detroit Become Human, du coup, qui prend place avec des androïdes, en fait, qu'il y en a qui veulent devenir humains. Donc en fait, ça prend des sentiments en compte. Est-ce que lui, il continue d'être un androïde? Est-ce que ça devient un déviant? On peut aussi voir ça du coup avec tous les Dark Pictures. D'abord, il y avait eu les Until Dawn. Until Dawn qui a vraiment rendu encore plus ce genre populaire. Donc ça reprenait un petit peu comme tout ce qui était Souviens-toi l'été dernier, tout ça, avec des jeunes qui partaient dans un chalet en montagne, sauf qu'en fait il commençait à y avoir plein d'événements, donc en fait tu peux tous les faire disparaître, comme tu peux tous les sauver. En fait c'est que tu peux tuer une personne à un moment sans faire exprès, tu peux la faire survivre, cette personne-là peut survivre d'une autre manière. En fait c'est vraiment en fonction de tous tes choix. Et donc c'est ce qu'a repris tous les Dark Pictures qui ont pour but en fait de réaliser 10 jeux. Donc là, il y a actuellement Man of Medan qui était sorti en premier. Il y a eu la suite Little Hope qui est mon préféré, qui prend place avec les sorcières de Salem, tout ça, le procès. Man of Medan, c'était avec le bateau, tout ça, qui était qui faisait un peu référence à la Seconde Guerre mondiale. Après, il y avait House of Ashes qui prenait aussi un peu l'époque d'avant, mais également avec des nouvelles choses en fait qui ont eu, on va dire, avec les avec des Égyptiens, tout ça, et donc en fait avec qui reprend un peu la guerre, tout ça, qui reprend des thèmes assez récents. The Quarry, qui j'aime pas The Quarry du tout. Et du coup plus récemment The Devil in Me, donc qui reprend aussi le J.J. Holmes, qui était un tueur en série, qui a quand même commis pas mal de choses, tout ça. Donc en fait on peut voir que là c'est vraiment de l'interactivité, parce qu'en fait même si toi ton personnage n'est plus en vie, bah t'auras toujours une suite en fait. Une suite logique à chaque action que tu auras fait, donc tu peux reprendre tout et puis depuis le début et avoir toujours une fin différente en fait. J'aime aussi d'ailleurs parler de Road 96 qui a été fait par un studio français. Ouais, il est très bien comme jeu. Il est incroyable, et d'ailleurs il y a eu un préquel aussi qui est sorti il y a pas longtemps. Ah ouais? C'est du coup Road 96 Mile Zero. Et du coup ce qui est bien dans Road 96 c'est que comme t'as dit, même si ton personnage il survit pas, t'as quand même, après tu racarnes un autre personnage qui aura lui aussi d'autres conséquences. Et ce qui est bien sur Road 96 c'est que t'auras jamais la même histoire, ça te passera jamais dans la même chronologie, t'auras toujours une fin différente. C'est vraiment incroyable comme jeu. Ce que je voulais pointer, c'est le fait que le fait d'avoir un choix est quelque chose qui est inhérent aux jeux vidéo. À partir du moment où on prend un jeu vidéo et qu'on part du principe qu'il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'interactivité, ce n'est plus un jeu vidéo, c'est un film. Donc, la question de à quel moment on considère qu'un jeu est interactif, dans la mesure où un jeu l'est forcément dès le départ, et aussi à la portée des choix, et surtout, du coup, des fois, l'illusion de la portée d'un choix. C'est pour ça que je parlais je prenais comme exemple Skyrim, parce que c'est un exemple extrêmement piège. Dans Skyrim, l'un des plus gros choix que l'on demande dès le départ aux joueurs, c'est de prendre, du coup, un parti dans une guerre civile, et que dans le cadre des quêtes, nous aurons l'occasion de faire triompher un côté ou l'autre de la guerre civile. Et quand on regarde les conséquences, oui, effectivement, dans un cas, on a une carte qui à la fin finit avec des petits drapeaux rouges sur toutes les villes, et dans l'autre cas avec des petits drapeaux bleus sur toutes les villes. Sauf que quand on regarde les quêtes, les réactions des personnages, en fait, il n'y a absolument aucune différence. On fera exactement les mêmes actions, les mêmes quêtes, exactement dans le même ordre. On aura simplement quelques PNJ qui, à la fin, n'auront pas le même skin ou une toute petite ligne de dialogue différente. Et finalement,
toute la moralité derrière d'une guerre religieuse, puisqu'on est sur une guerre religieuse en l'occurrence, n'a à la fin absolument aucun effet réel dans le jeu, à part avoir une carte peinte d'une autre couleur. D'où la question de, dans la mesure où on donne un choix, mais que ce choix a si peu d'interactivité, doit-on considérer véritablement Skyrim comme un jeu interactif ? Ça, c'est une bonne question, mais je reprends juste un terme que tu as utilisé tout à l'heure. En fait, le but aussi des jeux interactifs, c'est que ce soit aussi en fait visuellement sous forme de film, qui est une narration en fait qui va du début jusqu'à la fin. Et moi, j'ai déjà regardé des let's play du coup qui reprenaient en fait certains jeux sans qu'on voie faire les choix, mais juste en fait en sous forme de film. Donc t'as personne qui parle, tu vois juste toute la trame du début. Bon, il y a des montages, et en fait tu vois le film. Donc c'est vraiment comme si tu regardais juste un film et non un jeu en fait. Alors, c'est quelque chose qu'on peut faire sur énormément de types de jeux différents. C'est du let's play narratif. Ouais, bah du coup c'est ça, c'est juste que les jeux vidéo interactifs, tu peux faire ça avec tout normalement. Mais du let's play narratif, c'est quelque chose qu'on peut faire avec du jeu de stratégie par exemple. C'est très amusant. Le Jour du Grenier avait fait d'excellents let's play narratifs sur Civilisation. Quel jeu recommanderiez-vous à quelqu'un qui n'est pas familier avec ce milieu ? Ah, j'ai pas d'idée là. Faudrait un jeu, je pense, assez simple, entre guillemets, mais où il puisse quand même être accroché au personnage, etc., pour qu'il veuille continuer. Mais là, directement, j'ai pas de jeu en tête. Non. J'en ai pas non plus, mais je dirais un truc comme Assassin's Creed, un truc dans ce style-là, genre aventure, mais pas que de l'aventure. Est-ce que tu regardais Hitman ? Donc tu jouais à Hitman ? Non. Pour moi, pour initier quelqu'un au jeu vidéo, il faut quelque chose qui ne nécessite pas de maîtrise particulière ou des contrôles qui soient très compliqués. Forcément, je vais proposer, moi, par exemple, des point and click, parce que je suis un gros fan de point and click, même si maintenant c'est un genre vidéoludique qui est passé de mode. Ou sinon sur par exemple des jeux au tour par tour ou des choses comme ça qui du coup seront assez accessibles parce que laisseront le temps aux nouveaux joueurs de s'approprier le jeu et d'apprendre comment il fonctionne. Il a besoin d'un temps d'apprentissage qui est plus long que quelqu'un qui a l'habitude de jouer. Pour ma part, je pense que ça dépend en fait de la personne que j'ai en face de moi et surtout de la tranche d'âge. Parce que je sais que les premiers jeux en fait que j'ai recommandés à mes frères et sœurs, c'était tout bêtement en fait un bon Minecraft, tout simplement où tu les fais atterrir en fait dans un monde totalement au pif et tu leur dis oh là là, débrouille-toi, tu fais ce que tu veux dans ce monde et le but du jeu c'est que tu t'amuses. Mais je sais que avec mes parents, ils étaient déjà adeptes des jeux vidéo. Mais par exemple, ma mère, ça a été les Sims, typiquement en fait. Et mon père, lui, c'était plus GTA et même qu'on a failli partir ensemble sur du Borderlands, par exemple. Mais en fait, ça dépend. Le jeu vidéo est tellement diversifié et c'est tellement vaste que tu peux pas en fait définir un jeu vidéo pour une personne nouvelle. En fait, ça dépend peut-être de trop de choses. Personnellement, moi je pense que je serais plus allée encore une fois sur un jeu avec des choix multiples. Comme par exemple Dark Pictures. Parce qu'en fait, c'est des jeux, déjà ils ont tous un milieu différent. Donc tu vas savoir que déjà si la personne, on va dire, elle est plus intéressée événements réels, tu vas avoir dans ce genre des choses qui sont plus réelles. Si elle est plus horreur, tu vas avoir par exemple The Devil in Me. Si elle est plus, on va dire, tout ce qui est procès de l'époque, tout ça, t'as vraiment Little Hope. Dans la mer, t'as Man of Medan. En fait, t'as vraiment le choix, en fait. T'as un univers, on va dire, par choix. Tu peux avoir, par exemple, un monstre par choix. En fait, c'est hyper... un monstre par univers. Un monstre par... je sais plus. T'as un monstre, en fait, par les titres. Donc, c'est hyper intéressant, parce que si tu veux quelque chose de réel, t'as du réel. Si tu veux quelque chose d'ancien, t'as de l'ancien. T'as vraiment de tout dans ce genre de film, dans ce genre de jeux vidéo. Un bon jeu à conseiller à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de jouer, je sais que j'aime bien proposer Armello. C'est un jeu c'est très très jeu de société.
Ce sont des parties courtes, c'est assez accessible, mais avec une ambiance, avec beaucoup de choses qui plaisent généralement à un nouveau joueur, et en tour par tour, donc qui permet quand même d'avoir le temps de s'y mettre. Armello, c'est cool, jouez-y. Y a-t-il un jeu que vous n'avez jamais terminé, souhaité terminer, et pourquoi, et lequel? Bah moi, je vais revenir à Beyond Two Souls, que j'ai pas terminé, que je vais pas terminer parce que l'histoire ne me plaît pas, l'interactivité ne me plaît pas non plus. Sinon... Attends. Ah oui, il y a Biomutant aussi que j'ai pas fini. On m'avait vendu des choses dessus que je n'ai pas vu dans le jeu, donc j'étais assez déçu du jeu en lui-même, et j'ai pas fini. Je vais me faire conspuer par certaines personnes dans notre auditoire, mais je n'ai jamais terminé Dragon Age Origins. J'ai commencé, je sais pas, probablement une 50aine de parties différentes. Je suis arrivé quasiment à la fin avec un certain nombre d'entre elles. J'ai passé un nombre monstrueux d'heures sur ce jeu, mais le plus loin que je suis arrivé, c'est une fois au milieu du boss de fin. Et reprendre une partie, c'est tellement d'heures que j'ai plus le courage, même si j'adore ce jeu et que j'y ai énormément joué. Je sais qu'il y a beaucoup de jeux que j'ai pas fini, notamment qui me vient en tête, c'est God of War Ragnarok. Je ne sais pas pourquoi, il y a eu une hype autant sur ce jeu, alors que le 1 est formidable, le 2 il est cool, mais je le trouve lent, il est tellement lent, et... En parlant de lenteur, moi je parle aussi de Red Dead Redemption pour les gens qui sont fans de Red Dead Redemption. Vous êtes des gens lents. Non, je plaisante. Je plaisante, mais en fait, je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir de l'action constamment, ou au moins une évolution constante dans le jeu, que je ne retrouve pas justement dans ces deux derniers opus, donc je les ai jamais finis. Alors, sinon, j'ai commencé Baldur's Gate 3 et j'estime à peu près le finir d'ici... avec un peu de chance, un petit peu avant ma retraite, probablement. Ma sœur, elle y joue en plus en ce moment. Y a-t-il un jeu que vous considérez surcoté et lequel? Alors, je vais me faire beaucoup d'ennemis, je pense. Détroit Become Human. Ouais. Oh, j'allais tomber. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Non, autant je trouve le jeu intéressant, autant le jeu a été considéré comme un chef-d'œuvre, alors que je trouve qu'il y a des facilités et des grosses ficelles scénaristiques qui sont indignes en fait d'un jeu qui est essentiellement centré sur son scénario. Continue pour l'achever. Hein. C'est beau, je suis morte là. Après, je dis pas qu'il faut pas y jouer, c'est simplement que même si le jeu peut être très agréable, je trouve qu'il ne mérite pas le podium sur lequel on l'a mis, car à sa sortie, tous les critiques lui mettaient des notes absolument monstrueuses. Critiques qui généralement n'y avaient pas joué, faut bien le réaliser. Aussi, il y a le fait qu'en fait, ce soit un peu... Dès qu'ils sont venus, on va dire, avec une idée hyper originale. Les robots, bon, c'était il y a quand même un petit moment quand même qu'ils avaient déjà commencé en fait à créer le jeu. Donc en fait, c'était déjà un truc qui était assez original. Le fait d'avoir, on va dire, des IA avant en fait que ce soit vraiment le thème qui est abordé actuellement. Donc il y a des IA en fait qui contrôlent, on va dire, déjà la place de l'homme, on va dire, dans la société. C'était quelque chose qui était déjà, on va dire, original, c'était jamais sorti encore en jeu vidéo, en termes interactifs. Alors, oui, alors, encore la question de qu'est-ce qui est interactif, c'est quelque chose qui était extrêmement commun depuis 20 ans dans le cinéma, on avait déjà vu pas mal dans les films, et bon, c'est simplement que pour moi, au niveau de l'écriture, dans la portée morale, dans beaucoup de choses, le jeu a tendance à facilement se contredire, en fait, simplement pour des notions des fois esthétiques ou juste cool. Et ça, sur un jeu qui prétend une portée morale si importante, c'est quelque chose sur lequel j'ai du mal. Pour ma part, le jeu qui a été surcoté, je pense, c'est Red Dead, mais c'est vraiment totalement personnel, il n'y a pas de... Enfin,
Il y a plein de personnes qui sont pas d'accord, c'est normal. Mais pour moi, je trouve que le jeu est un peu trop lent et c'est vraiment un style qui correspond pas du tout pour moi. Donc c'est pour ça. Je me dédouane un peu. Alors moi, malheureusement, je vais m'attaquer à une communauté de Marvel. Ce sera les Gardiens de la Galaxie, que j'ai pas du tout aimé. Parce que moi j'ai vu les bandes annonces, j'ai vu les gameplays, tout ça, je me dis ouais c'est trop bien, et quand j'y joue je me dis ah bah en fait non. Tant que tu t'attaques pas à Spider-Man, ça va. Oui, je suis normal, par contre ça va. Franchement j'ai bien aimé. Êtes-vous déjà allé à des conventions ou événements sur les jeux vidéo et qu'en pensez-vous? Donc du coup moi j'ai fait plusieurs conventions, c'était jeux vidéo et manga réunis, du coup j'en ai fait 3. Une à Angoulême, une à Conchamnouche et une à Bernay. J'en ai pas du tout fait. Ok. Jamais, principalement parce que je n'aime pas la foule. Alors moi j'en ai fait, mais parce que ça, c'était pas le sujet principal, mais il y avait un quartier dedans et c'est principalement des catégories rétro. En fait, où ils mettaient plein de bornes d'arcade et on pouvait jouer à prix très réduit, pas gratuitement non plus, mais à prix très réduit à tous les jeux et c'était fort sympathique. C'était quoi? Quelle convention? Alors je sais plus du tout, c'était vers Rouen, Ok. mais je sais plus du tout. Bah il y a la convention à Bernay, elle qui c'est gratuit, tu payes ton entrée, tu peux jouer aux bandes d'arcade gratuitement. Ah bah ça se trouve j'étais à celle-là alors. Mais c'était pas gratuit, je crois pas. Il y avait des bornes d'arcade gratuites, mais pas toutes. Ok. Moi personnellement j'en ai fait. Déjà quand en général une convention est faite pour les mangas, il y a souvent des coins en jeux vidéo parce que ça prend aussi tout ce qui est Japon. Donc il y avait déjà la Japan Expo, j'ai fait 5 fois la Paris Games Week. Et j'y retourne là cette année. J'ai fait Paris Manga 2 fois et j'y retourne aussi cette année. Cette année, fin d'année, parce que j'y suis au début de l'année. J'ai fait KCX. Nous allons maintenant passer à un quiz autour du thème des jeux vidéo. Si vous êtes prêts, alors nous allons commencer. À quel jeu doit-on le personnage Zilean? Est-ce que c'est Valorant? Est-ce que c'est League of Legends? Ou est-ce que c'est Apex? Moi je vais répondre la 2. League of Legends? Ok. Je dirais la 3. Apex? LOL, il me semble. Je dirais League of Legends, il y a plus de chances que ça appartienne à ce monde-là. Oui, c'est League of Legends. Oui, donc la réponse c'est League of Legends. Je me demande bien pourquoi nous avons cette question-là. J'ai failli ajouter l'événement du streamer pour la Zilan. Zerator. Mais si tu l'as dit, c'est bon, je me restreins. Quel jeu possède un mode où le joueur doit effectuer une succession de missions reliées entre elles, se débloquant les unes après les autres, et suivant une trame narrative? Est-ce que c'est Battlefield? Est-ce que c'est Call of Duty? Ou est-ce que c'est Far Cry? Ah, c'est pas vrai parce que j'ai pratiquement pas joué à tous ces jeux. Je sais pas, je dirais Black Ops, j'en sais rien du tout. Call of Duty? Oui, Call of Duty, pardon. J'ai pas compris la question. Quel jeu possède un mode où le joueur doit effectuer une succession de missions reliées entre elles, se débloquant les unes après les autres et suivant une trame narrative? Alors, C'est sûr que c'est pas Far Cry, par défaut je dirais Call of aussi. Bah je sais pas, pour moi c'est Far Cry, parce que un jeu où t'as une campagne narrative avec des missions que tu fais au fur et à mesure, le seul jeu narratif dans les trois c'est Far Cry, donc... Donc c'est Call of Duty. Call of Duty a un mode qui s'appelle le mode campagne où en fait t'as une narrative. Donc tu suis par exemple des espions, tu suis des soldats, tout ça. Et en fait... ça dépend duquel. C'est surtout que tu suis une personne qui fait des missions dans... Ouais. Ça dépend lequel. Bah c'est dans Call of où t'as des campagnes? Bah oui, mais Call of t'en as plein. Bah ouais, mais dans tous les Call of t'as des campagnes. Oui, mais les campagnes que la seule campagne que j'ai acheté de Call of, c'est un dernier Modern Warfare, je crois. Qui est un des derniers qui est sorti, je sais plus. Bah dans le dernier Et Modern Warfare. Tu suis le personnage de Ghost qui Bah, fait voilà. sa mission. Bah c'est ça. Ghost. C'est ça ta Bah Ghost il fait partie des personnages que tu joues dans la narrative. D'accord, ok. Bah j'avais pas compris la question. My bad. Quel est le nom du méchant dans l'univers de Mario? Est-ce que c'est Boo, Bowser ou Mascas? C'est Bowser. Quel est le nom de l'entreprise pharmaceutique dans Resident Evil? Est-ce que c'est Umbrella Corporation? Est-ce que c'est Ryujin Industries? Ou est-ce que c'est Arasaka Corporation? La première. Tu dis première aussi? Umbrella, bien évidemment. C'était Umbrella Corporation. Quel est le nom du protagoniste de Silent Hill 2? Est-ce que c'est James Sunderland? Est-ce que c'est Henry Mason? Ou est-ce que c'est Léon S. Kennedy? Eh bien, c'était la une, donc c'était James Sunderland. Et bah.
Quel est le métier du personnage principal dans Alan Wake? Est-ce qu'il est journaliste, détective ou écrivain? Ah, si, je sais. Je crois. Non. Il est pas écrivain? J'ai jamais joué au Alan Wake, donc... Je sais pas. Il est écrivain. Vrai ou faux? La série de jeux vidéo The Witcher est basée sur les romans de l'auteur polonais Andrzej Sapkowski. Ouais. Ouais, c'est vrai, j'ai fait une chronique dessus sur les chroniques du lundi. Vrai ou faux? Tetris est le jeu le plus vendu au monde. Au monde. C'est faux. Pareil, faux. Eh bien, c'est faux. Avec plus de 200 millions de copies écoulées, le jeu qui s'est le plus vendu au monde, c'est Minecraft. Et avec 170 millions, Tetris arrive deuxième. Quel est le jeu le plus joué au monde? Est-ce que c'est Minecraft, Fortnite ou CS? Counter-Strike. Il faut prendre la question actuellement? Oui. Ou dans la globalité de Dans l'histoire? la globalité, quel est le Bah, jeu c'est le plus Minecraft, joué au alors. monde? C'est Fortnite. Eh bah, c'est pour ça que je précise actuellement, parce que le jeu le plus joué au monde, c'est bel et bien Minecraft, pardon. Par contre, le jeu le plus joué actuellement, si t'en Non. crois les statistiques, c'est Fortnite. Until Dawn nous plonge dans l'histoire de procès de Salem. Est-ce que c'est vrai ou faux? Je sais pas. Pas joué. Je sais plus si c'est Until Dawn ou si c'est un autre nom. Je crois que c'est un autre nom, du coup, c'est pas vrai, mais je sais plus. J'ai envie de dire faux, moi. Eh bien, c'est faux. Comme je le disais tout à l'heure, il s'agissait de Little Hope. Until Dawn nous conte l'histoire de jeunes se rassemblant dans un chalet à la montagne, mais ils ne sont en réalité pas seuls. Cependant, ces deux jeux reprennent les mêmes thématiques du survival horror. Donc nous allons désormais conclure. Alors avant de conclure cette émission, est-ce que vous avez des éléments à ajouter, comme par exemple des jeux dont vous aimeriez faire mention? Avez-vous apprécié cet échange et appris des choses? Moi, j'aimerais faire mention aussi à tous les Zelda qui sont apparus durant toutes ces années, qui sont incroyables. Et aussi GTA, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de GTA, et surtout le San Andreas, qui est banger. Donc, Alors, j'ai pas de mention parce que je joue pas beaucoup de jeux, mais genre, la plupart des jeux sont vachement connus. Et ouais, j'ai appris des choses. Pas de mention spécifique pour moi, parce que je pense que j'ai déjà cité suffisamment de jeux durant la chronique. Toutefois, j'aimerais juste relever que la place de la femme, ces archétypes dans le jeu vidéo ont toujours été quelque chose de compliqué, ouvert à débat. Et il y a souvent encore des gros stéréotypes sur les joueurs qui seraient plus généralement des hommes. Et c'est pour ça que du coup, j'apprécie de voir autour de cette table aujourd'hui une majorité de femmes. Moi, pour ma part, j'aimerais bien faire mention à Terraria, puisqu'on a parlé beaucoup de son cousin Minecraft, mais on aimerait saluer Terraria aussi, qui est un très bon jeu. Ok, moi j'aimerais bien faire quelques petites mentions. On a vite fait parler de Outlast, mais Outlast franchement c'est hyper bien. Et chaque Outlast a sa trame différente, donc c'est super. Dead by Daylight, qui est un jeu où en fait ça reprend on va dire des tueurs en série, il y a des fois Chucky, tu peux avoir Jason, enfin t'as vraiment plein de trucs et donc c'est hyper bien en vrai et c'est fun quand tu joues avec des amis. Il y a Hitman franchement c'est hyper cool aussi. Et une petite mention aussi au film Five Nights at Freddy's qui est beaucoup critiqué, alors que moi personnellement ça va, j'y ai quand même un petit peu adhéré. Il y a quelques scènes je comprends qui sont un petit peu inutiles, je suis d'accord. Mais voilà, donc j'aimerais faire une petite mention au jeu vidéo aussi Five Nights at Freddy's qui est trop bien. Donc voilà. Très bien, alors avant de nous quitter, j'aimerais remercier chaleureusement nos invités pour leur participation. Nous nous donnons rendez-vous très bientôt pour de nouvelles émissions passionnantes. Merci beaucoup de nous avoir invités. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.